Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'appui. Merci pour les commentaires. Tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner, ça nous aide énormément. Et allez nous suivre aussi sur les plateformes audio. Commentez, partagez, faites des likes. Vous pouvez mettre des petites étoiles pour faire un rate du balado sur les plateformes audio, ça nous aide aussi. Finalement, on est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc, allez nous trouver, suivez-nous. C'est le fun, on vous écoute. Et merci pour tout l'engagement. Salim, je ne sais pas de quoi on va parler aujourd'hui. Ah, moi, pas du tout. Moi non plus. Pas grand-chose qui arrive. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a rien eu, là, tu sais. Aïe, aïe. Tu l'as-tu suivi? Moi, je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin. Moi aussi. Les résultats, ils n'étaient pas tous là exactement. Moi aussi. Tu sais, je regardais ça avec beaucoup d'attention. Je voulais savoir vraiment où est-ce qu'on allait, à quel moment ça allait se terminer, vraiment. Bon, finalement, il a fallu dormir à un moment donné. Puis le lendemain, en fin de matinée, début d'après-midi, on avait les résultats, je pense, finaux. Là, plutôt officiels. Parce qu'il reste encore, je pense, quelques sièges, mais je pense pas que ça va changer grandement. Ça n'a pas l'air de changer. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va y avoir des recomptages juridiques, etc. Généralement, en bas de 100-200 voix, il y en a. Je ne sais pas. Judiciaire, on ne dit pas juridique, mais judiciaire. Donc, on va voir. Mais George, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui pensaient, à un moment donné, lorsque M. Carney a succédé à M. Trudeau comme chef du Parti libéral du Canada, automatiquement, il est devenu aussi premier ministre. Ouais. Puis, il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, est-ce qu'il allait être le premier ministre qui aura occupé ce poste le moins longtemps dans toute l'histoire du Canada? Parce qu'historiquement, parce que c'est pas la première fois qu'un phénomène comme ça arrive au Canada et normalement, ils réussissent pas à gagner leur élection. Exact. Et c'est des mandats très courts. Oui, c'est ça, exactement. Donc, effectivement, mais là, M. Carney a gagné son élection. Ouais. George, on a commenté, toi et moi, là, la politique. Oh my God. Ça fait au moins 2 ans en plus qu'on parle de fédéral, puis ça fait 2 ans au moins qu'on voit que les conservateurs étaient très hauts dans les sondages. Mais ça fait 2 ans que je veux une élection. Oui, non, je sais. Et je pense, écoute, là, c'est incroyable, là, tu sais, personne, il y a encore quelques semaines, n'imaginer un instant que les libéraux pouvaient gagner. C'est incroyable. Salim, c'est sûr certain que dans notre vie, je ne peux jamais dire jamais, mais des revirements, des rebondissements, des affaires comme on a vu cette année, je pense pas qu'on va le revivre. Ben non, mais en même temps, on va se le dire. C'est à époque exceptionnelle, j'ai envie de dire, il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Tu sais, tu me dis, on n'aurait jamais pensé voir ce genre de revirement, mais est-ce qu'on avait pensé qu'un jour, nos alliés, nos amis, nos voisins voudraient nous annexer? Voudraient nous annexer. Tu sais, jamais on n'aurait pensé ça. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'imaginait pas. Puis je crois que c'est une nouvelle ère qu'on va vivre. Tu sais, il y a, je sais pas, nos parents, grands-parents qui ont vécu aussi certains rebondissements là dans l'histoire du dernier siècle, tu sais, que ce soit, je sais pas moi, guerre froide, les guerres qui ont pu avoir ici et là, les crises économiques, j'ai comme l'impression qu'on va vivre une nouvelle ère un peu d'instabilité où il y a des gens et certains pays en majorité où la population est majoritairement en faveur d'une certaine forme de stabilité. Puis j'ai l'impression que c'est le cas du Canada. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut laisser tout en place. Tu sais, comme pendant la pandémie, tu sais, tout est allé n'importe où. Tu sais, même la pandémie, personne ne l'avait vue, puis personne pensait la vivre. Mais tu sais, on a essayé de tout colmater pour que tout aille bien. Ouais. Je pense qu'on va essayer de commencer à faire la même chose, sauf qu'avant, on se battait contre un virus. Ouais. Puis là, c'est rendu que, dans le fond, c'est chaque être humain à la tête d'une puissance. Ouais. C'est drôle que tu dis qu'on recherche tous un peu de stabilité, mais les résultats montrent l'inverse. Tu sais, quand tu as un gouvernement minoritaire, c'est tout sauf
la stabilité, tu comprends? Quand on sait que normalement, dans les 18 à 20 prochains mois, il y a des fortes chances qu'on s'en aille en élection, ben c'est tout sauf stable, tu comprends? Puis ça fait quoi, c'est le troisième gouvernement minoritaire de suite. À un moment donné, il va falloir qu'on réalise que, ben, on va se rendre plus tard, là, mais on a un problème. Tu sais, les Canadiens, ils sont pas mal polarisés. Oui. Alors, tu fais bien de le dire. Bon, d'abord, oui, c'est le troisième gouvernement minoritaire de suite, mais j'ai envie juste de te dire qu'en 25 ans, on est en 2025, si on revient depuis l'année 2000, où M. Chrétien s'était fait élire pour la troisième fois majoritaire, lui, c'était un troisième majoritaire, on a eu un minoritaire avec M. Martin en 2004, un minoritaire en 2006 avec M. Harper, un minoritaire en 2008 avec M. Harper, plus les 3 minoritaires. Donc, ça fait 6 gouvernements minoritaires en 25 ans. C'est pas beaucoup, hein, parce que rappelle-toi qu'un mandat, normalement, c'est 4 ans. Donc, 6 fois 4, 24, on aurait dû avoir juste ça. Mais là, nous, on a eu 6 gouvernements minoritaires et 3 majoritaires avec un majoritaire de M. Trudeau, un majoritaire de M. Harper et un majoritaire de M. Chrétien à l'époque. Ouais. Tu sais, donc, ça fait... ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Tu as raison de parler d'instabilité lorsque c'est un gouvernement minoritaire, mais là, il se trouve quand même que c'est un gouvernement minoritaire. En fait, mais c'est une forte minorité. Voilà, c'est une forte minorité parce que les libéraux, fondamentalement, sont à 3... Rappelons les gens, aux gens qui nous... C'est sûr que les gens qui nous suivent connaissent déjà les résultats, mais juste rapidement, comme ça, à l'instant, mais là, on est mardi le 30, donc à l'heure qu'on enregistre, puis je doute que ça va changer. Les libéraux ont 169, 144 pour les conservateurs, 22 pour le Bloc, 7 pour le NPD et 1 pour les Verts. C'est ça, exactement. Puis tu sais, le NPD est dans une telle déconfiture qu'on peut très bien imaginer qu'il va soutenir le parti au pouvoir. Honnêtement, ils ont quasiment pas le choix. Puis attention, là, ça prend 3 pour une majorité. Il suffit qu'il y ait, je sais pas moi, soit un conservateur frustré ou des néo-démocrates qui voient que leur parti ne va nulle part. Madame May, chez les Verts, là, à mon avis, elle va voter pas mal en faveur des libéraux, là, mais bref, cela dit, tu l'as très bien dit, tu dis que on n'aurait jamais pensé vivre certaines choses aujourd'hui. Puis moi, je te racontais aussi que on pensait pas voir M. Trump faire ce qu'il fait en ce moment. Mais moi, je te dis, c'est un gouvernement minoritaire qui pourrait durer plus que 18-24 mois. D'habitude, on dit 18, 20, 24 mois. Là. Ça se peut que ça dure plus longtemps que ça parce que t'as raison, un minoritaire, d'habitude, ne vit pas plus longtemps que ça. Mais la conjoncture pourrait amener à ce que ça dure plus longtemps. Ouais. Mais n'oublions pas non plus que le NPD vient de perdre leur chef. Donc, eux autres, en termes de finances, ça va pas bien. Ils ont besoin d'une course au leadership. Je suis pas trop sûr que le NPD est prêt à aller en élection. Donc, oui, peut-être qu'ils vont collaborer avec Monsieur Carney. Puis, comme on a dit, il est quand même chanceux d'avoir eu 169 parce que c'est une forte minorité. Il a juste besoin de 3 députés pour passer tout ce qu'il veut. Et vu la situation du NPD, c'est fort probable que, oui, effectivement, qu'il puisse avoir le temps devant lui. Mais en même temps, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec le conservateur. Hein. On rappelle aux gens que Pierre Poilievre a perdu les 2 chefs de l'opposition, Pierre Poilievre et Jack Metzing, ont perdu dans leur propre comté. Ouais. Et ça, normalement, c'est un message. C'est un message. Et c'est étrange parce que on a vu, et ça c'est de mon point de vue, hein, depuis, comme on a dit, près de 2 ans maintenant, on voit un vent de changement, sauf que les libéraux, et on a déjà commenté ça, ont réussi de façon magistrale à s'adapter au changement. Puis bravo pour eux, ils ont gagné le gouvernement. Mais le vent de changement est toujours là. Mais même à ça,
t'aurais imaginé que ce désir d'avoir un nouveau gouvernement aurait fait en sorte que au moins la personne qui représente ce changement-là aurait gagné. Alors que c'est l'inverse. Normalement, quand on veut le changement, on se rappelle, par exemple, la dernière élection de Jean Charest, on a vu le vent changement, les manifestations étudiantes, etc. M. Charest, il s'est allé avec la défaite aussi. Tu comprends? Il a perdu son comté. Oui, mais c'est à Sherbrooke où il y avait beaucoup d'étudiants. Oui. Mais je veux dire que ça concorde, tu comprends? On veut un changement. Bon, la même chose avec le PQ de l'élection précédente. L'élection d'après, Mme Marois a perdu son comté. Ça n'arrive pas toujours que le chef perde son comté, mais je trouve ça un peu paradoxal que le parti qui incarne ce changement-là perde son chef dans son élection. Donc là, on se trouve dans une situation où monsieur Singh, le jour de l'élection, le soir même, il a annoncé qu'il allait démissionner, qu'il allait rester jusqu'à ce que le parti trouve un autre chef. Cependant, M. Poilievre, il n'a donné aucune indication. Non, il a dit qu'il voulait rester. Exactement. Il a dit qu'il voulait rester. Écoute, d'abord, pour M. Singh, c'est assez logique parce que son parti n'est même plus reconnu comme parti aux communes. Donc ça, c'est un premier point. Lui, son vote s'est complètement effondré. Donc, le fait qu'il perde son comté, c'est même pas si étonnant que ça. Par contre, effectivement, c'est très étonnant que M. Poilievre perde son comté puisque lui, à l'inverse, même s'il n'a pas gagné des élections qui lui tendaient la main, il a tout de même fait... il a fait des gains. Il a fait des gains, une vingtaine de sièges de plus, et il a atteint un niveau de vote populaire qui, je pense qu'on n'a pas vu ça au Canada chez des conservateurs depuis 1988. Ouais. Donc, lui peut se défendre, M. Poilievre, en disant moi, honnêtement, là, je vous ai donné le meilleur score. J'ai pas gagné comme Harper 3 fois, mais au moins, j'ai donné le meilleur score depuis 40 ans presque. Ouais. Néanmoins, et puis c'est dommage pour M. Poilievre, mais son étoile à lui personnel vient de pâlir un peu. Il faut pas oublier que lui, un de ses principaux arguments, en fait, tout son narratif reposait sur le fait que c'était un député depuis 21 ans qui depuis 21 ans, fondamentalement, se prépare à devenir premier ministre du Canada. Écoute, il a souvent parlé de sa circonscription dans la région d'Ottawa, dont une partie est rurale. Donc, tu sais, c'était vraiment son point de départ, son tremplin vers tout. Tu sais, perdre sa circonscription, ça a beaucoup de poids. Je te dirais que ça fait plus mal lorsque ça arrive à un chef de l'opposition que quand ça arrive quand tu gagnes le pouvoir. Parce que figure-toi que M. Bourassa, au Québec, en 85, avait fait élire une large majorité. 102 ou 103, une affaire de même? Écoute, je me souviens plus des chiffres, mais en tout cas, une large majorité, c'était en décembre 85. Mais lui n'avait pas gagné son comté. Ouais. Et bon, par la suite, est allé à demander à je ne sais plus trop qui de lui libérer le comté. Et si je ne m'abuse, c'était celui de Saint-Laurent. Saint-Laurent, oui. Et dans lequel il s'est fait élire pour pouvoir faire son entrée au Parlement et donc répondre aux questions et faire le travail parlementaire qu'on exige d'un premier ministre. Et donc, moi, je te dirais que dans le cas de l'opposition, c'est difficile de dire à quelqu'un tasse-toi de là, j'arrive pour être chef de l'opposition, j'arrive pas pour être PM. C'est complexe, c'est complexe. Puis aussi, on est en démocratie, puis c'est beaucoup des questions de légitimité. Puis la légitimité part aussi du fait que tes citoyens veulent plus de toi après 21 ans. Ça fait 21 ans, et toi, tout ton narratif, c'est derrière le fait que ça fait 21 ans que t'es là. Et donc, techniquement, il y a personne qui connaissent mieux M. Poilievre que ceux qui ont voté pour lui depuis 21 ans. Ouais. Et là, il le laisse tomber pour le Parti libéral du Canada et son candidat.
Et donc, c'est lourd. C'est lourd. Mais en même temps, il y a des gens qui vont te dire, j'entends déjà des conservateurs dire, ouais, mais tu sais, il a fait un travail exceptionnel, la preuve, les résultats. Bon, moi, je vais te dire, moi, personnellement, c'est mon avis, mon opinion. Je crois que là où il a été bon, M. Poilievre, pour son parti, qui a fait en sorte qu'il a un peu amélioré, c'est le fait que c'était un tribun anti-Trudeau qui était capable de mobiliser toute cette colère canadienne envers le gouvernement fédéral et particulièrement envers les libéraux et encore plus particulièrement envers Trudeau. C'est là où il a été bon. Mais moi, pour tout le reste, pour moi, je considère qu'il est responsable de la défaite du Parti conservateur. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, on peut, comme conservateur, puis tu sais, on va essayer de regarder ça très objectivement. On peut regarder ça de façon positive et dire, regarde, on a eu des bons résultats. Néanmoins, on a perdu une avance de 25 points. Là. Tu comprends? Comment tu... Et je comprends, tu sais, on vient juste de dire qu'en politique, il faut s'adapter. Puis oui, c'était une réalité que personne s'attendait, à laquelle personne s'attendait, et qui a fait en sorte que, bon, les appuis, tu sais, on revirait un peu de bord, puis, mais en même temps, dis-moi ce que tu veux, bravo pour vous, mais 25 points, là, tu comprends, c'est énorme de perdre une avance de 25 points. Mais en tout cas, regarde, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Je sais que M. Poilievre, il y a toujours cette fougue. Et puis, je le comprends en même temps, tu comprends? Parce qu'il a fait tout le travail pour descendre le Parti libéral, pour faire sortir leur chef, qui était, à mon avis, parmi les plus populaires politiciens de notre pays, peut-être dans le monde aussi, là, un Justin Trudeau, là, on se rappelle là, la couverture dans tous les magazines, les journaux mondiaux, etc. Il a fait une job exceptionnelle à faire descendre ce gouvernement-là. Et c'est un shot que tu manges, là, ton ego, là, ton orgueil, c'est fini. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tout ce travail-là, puis à la fin, lui, il voyait la ligne d'arrivée, là. La fanfare, puis tout, là, tu comprends? Puis tout à coup, ça s'est évaporé, là, tu comprends? C'est parti. J'aime ton image il voyait la ligne d'arrivée, puis il y avait les tambours et les trompettes, etc. Tu sais, il attendait que ça. George, c'est exactement ce que je reproche à M. Poilievre. Tu sais, ensuite, M. Poilievre, il y a des gens qui aiment son style. Il y a des gens qui n'aiment pas son style. Il y a des gens qui sont indifférents à son style. Mais au-delà de qu'est-ce qu'on pense de son style de politicien, au-delà de ça, genre juste, regardons juste les faits, genre sans a priori aucun. Tu vois la ligne d'arrivée et qu'est-ce que tu décides de faire? Tu marches en te disant, regarde, personne ne pourra courir plus vite que moi. Et je vais rien avoir comme obstacle sur mon chemin. Puis là, finalement, il y avait un obstacle sur son chemin, puis il a trébuché dessus. Puis les autres qui arrivaient derrière, ben, et qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils allaient gagner cette élection, ont gagné. Puis, sais-tu quoi? Oui, c'est vrai que cette élection a été teintée de M. Trump. Oui, c'est vrai que la question des tarifs est venue donner un boost à M. Carney qu'il n'aurait peut-être pas eu il y a de ça quelques mois ou une année ou deux ou peu importe. Je suis d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais les Canadiens, ils se sont pas dit « Ah, attends, il y a Trump et les tarifs de Trump, donc les libéraux seraient meilleurs. » Non, les Canadiens, ils se sont pas dit « Les libéraux sont meilleurs. » Les Canadiens, ils se sont juste dit « OK, qui semble être prêt pour ça? » Puis M. Poilievre, il a de grandes qualités. Il a de grandes qualités. Mais M. Poilievre ne s'est pas préparé parce qu'il a vu la ligne d'arrivée, comme tu as dit, puis il a commencé à marcher. Ouais. Regarde, jusqu'à aujourd'hui, regarde, l'élection est passée, là, OK? Il y a encore personne qui est capable de dire parmi ces 343 candidats, là, qui allait être son ministre des Finances, qui allait être son ministre des Affaires étrangères, qui allait être son ministre de l'Industrie. Personne. Puis normalement, quand tu n'as pas l'expérience de quelqu'un comme M. Carney, je parle pas d'expérience politique, mais d'expérience, comment dire, que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public, comme dans celui des banques centrales,
quand tu n'as pas cette expérience très forte et très lourde, qu'est-ce que tu fais d'habitude en politique? Tu t'entoures. Tu vas chercher des gens qui vont venir te donner cette crédibilité. Parce que tu peux pas avoir la crédibilité dans tout. Donc, si tu étais allé chercher, puis tu avais dit, regarde, lui et lui, là, ça va être mes gens de l'économie. Je dirais pas quel poste ils vont occuper, là, mais ils sont tous capables d'occuper un poste économique fort. Eux autres vont s'occuper de telle affaire. Et là, tu viens rehausser ton profil parce que tu n'as pas besoin... Regarde, les chefs de parti, c'est pas les meilleurs dans leur parti. Dans leur parti, il y a des gens plus forts qu'eux. Mais être chef de parti, c'est comme un chef d'orchestre. C'est toi qui dis à quel groupe de musiciens, à quel moment ils font leur musique pour que les gens qui écoutent, qui sont fondamentalement des citoyens canadiens, les électeurs, ils se disent « Ah, cet orchestre-là, il est bon. » Puis ça a manqué de ça. Ouais. Ça a manqué de ça, puis c'est ce qui explique ce que tu as dit, c'est-à-dire un 25 points qui a fondu comme neige au soleil. Ouais. Puis, en tout cas, regarde, on l'a mentionné sur le balado, puis je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs puis analystes qui en parlent aussi. Très possiblement, sa plus grande erreur, c'est ça. C'est de s'être lancé dans une élection seul, d'avoir formulé une stratégie qui soit concentré seulement sur lui et sa femme. Et c'est correct de le faire. Là. Tu comprends, l'élection, c'est une affaire aussi familiale. Il y a une histoire derrière l'élu. Ma femme, mes enfants, ma réalité. Puis, si on regarde son histoire, c'est une excellente histoire d'un enfant qui a été orphelin, qui a été adopté, d'une femme qui était réfugiée. C'est une belle histoire qui démontre un peu un parcours de quelqu'un et l'exemple des Canadiens à suivre. Tu comprends? C'est une magnifique histoire. Mais oui. Mais en plus de ça, c'est un travail d'équipe, là, la politique, puis tu peux pas le faire. Puis on l'a mentionné tellement de fois, et je pense que, bon, c'est une leçon à apprendre. Je sais pas s'il va rester ou non, puis on peut rentrer dans ce débat-là. J'ai l'impression que l'Ouest canadien est pas mal frustré. Est-ce qu'ils vont le garder? Je sais pas. Moi, j'ai parlé à quelques conservateurs qui semblaient pas trop certains s'ils voulaient le garder. Mais tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, les conservateurs avec qui j'ai parlé, c'est des gens qui voudraient plutôt le garder. Ah ouais? OK. Mais, écoute... Si quelqu'un entre nous avait une boule de cristal, on le saurait. Ouais. Moi, il y a juste un truc que je dis, c'est que oui, c'est vrai que son manque de préparation lui a coûté l'élection. Et sais-tu quoi? Le Parti conservateur a même mieux performé qu'on ne pensait qu'il performerait. Parce que, tu sais, si tu avais vu un peu les agrégateurs de sondages, les libéraux, moi, en tout cas, moi, j'avais parié que les libéraux seraient majoritaires, tu sais. Mais on parlait de près entre 175 et 180 ou un peu plus que 180 députés pour le Parti libéral. Donc, eux autres... en tout cas, moi, j'imaginais le Parti libéral avec 25 sièges de plus, là, pour être honnête. Ça. Donc, 25 de plus chez les libéraux, ça veut dire 25 de moins chez les conservateurs. C'est à peu près ça que j'avais imaginé. Que je ressentais quand je voyais non pas les sondages, mais les agrégateurs de sondages, là, genre Canada 338 ou Québec 125, etc. Tu sais, mais... comment je vais dire ça? Mais tu sais, au-delà de la préparation, le Parti conservateur, c'est un parti qui est très difficile à diriger. Parce que il y a énormément de types de conservateurs qui sont tous en dessous de ce qu'on appelle la grande tente conservatrice. Ouais. À l'intérieur de cette grande tente, tu as plusieurs groupes. Il n'y en a pas un, deux ou trois, tu en as plusieurs. Mais tu peux légitimement essayer de les résumer à dire il y en a à peu près deux. Certains qui sont très hardcore conservateurs, donc même sur des questions sociales, sont assez conservateurs. En fait, j'ai envie de te dire plutôt sur des questions sociales. Puis un progressisme conservateur qui, lui, est un conservatisme institutionnel qui est plus pragmatique,
centre-droit, c'est-à-dire ça reste conservateur, ça reste la droite, mais plus centre parce que tu essayes d'aller chercher un plus large consensus, parce qu'au Canada, les gens sont généralement plus, entre guillemets, modérés. Qu'ils soient de gauche ou de droite, sont censés être plus modérés que, par exemple, ce qu'on voit aux États-Unis depuis des décennies, et particulièrement depuis une décennie et demie. Là. Mais M. Poilievre a pas voulu, lui, élargir sa base vers le centre. Lui est parti du principe, et je le comprends, jusqu'à un certain point, je le comprends, parce que je suis pas d'accord avec lui, mais jusqu'à un certain point, je comprends. Il a fait une course à la chefferie magistrale. Il a écrasé Jean Charest, qui pourtant est un monument de la politique, dans une vague conservatrice dite hardcore, là, comme je l'ai appelé tout à l'heure, où il a fait des dizaines d'événements avec des milliers de personnes. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Il a ramassé genre 300 et quelques mille cartes de membres, ou je ne sais plus trop, là, je n'ai plus les chiffres, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Puis il se disait, OK, là, j'ai un échantillon assez significatif de la colère au Canada, puis les sondages sont en ma faveur. J'ai pas besoin de faire un effort vers le centre. Et je crois que c'est un peu dommage, parce que s'il avait fait un effort d'aller vers le centre, sincèrement, je pense qu'il aurait créé la surprise lundi dernier, même si certains sondages pouvaient être... Puis il aurait gagné. Peut-être pas dans la majorité qu'il imaginait il y a encore quelques mois, mais il aurait gagné minimalement minoritaire. Et c'est d'autant plus dommage, George, que quand tu deviens PM, tu deviens le PM de tous les Canadiens. T'es pas le PM des conservateurs seulement. Et lui, déjà, dans son propre parti, et je le sais, c'est pas une joke ce que je te dis, je le sais parce que je connais des gens dans ce parti qui ont été, je te jure, qui ont été tassés. Tassés parce que ils étaient considérés comme la frange plus progressiste conservatrice qui... disons que à la chefferie, ont plus voté Charest, n'ont pas voté Poilievre. Des gens à qui on ne voulait plus donner d'accréditation pour être présent à des événements. Des gens qu'on a sortis des listes d'invités, etc. Mais ça, Salim, je vais t'interrompre parce que tu parles beaucoup plus de gens en arrière-scène, mais il ne faut pas aller trop loin. On peut juste considérer ses propres députés du Québec qui ont été 100% dans l'ombre. Et on parle de gens hyper compétents qui auraient pu aider, surtout au Québec, pour élargir leur base. Bon, là, on s'entend qu'il y a eu 11... il semble avoir une affaire que... On dit que c'est les conservateurs, oublie ça, Québec. Là. 11, c'est ton maximum, tu ne pourras pas aller plus loin que ça. Et on commence à croire. Mais je pense qu'avec la vague que Poilievre a eue, s'il aurait mis l'emphase sur ces députés-là, je pense qu'il aurait pu mieux performer. Mais à cause du fait qu'ils ne l'ont pas appuyé dans la course à la chefferie, regarde Deltel. C'est ça. Gérard Deltel, c'est l'un des meilleurs communicateurs. C'est un ancien journaliste. Ouais. D'ailleurs, je pense le nombre de mots à la minute qu'il est capable de prononcer, il parle tellement vite parce qu'il communique très, très bien. Il est quand même apprécié. Gérard Deltel, on ne l'a pas vu. Il était absent comme tous les autres. Dominique Vian, qui est la seule femme de son caucus, et Dieu sait qu'il a un problème avec l'électorat féminin, et particulièrement au Québec. Dominique Vian, écoute, on l'a connue, toi et moi. Elle était ministre libérale au provincial sous Charest et Couillard. Elle est avec le Parti conservateur du Canada aujourd'hui au niveau fédéral. Elle a été ministre. Elle a été députée longtemps. La politique, elle connaît ça. Elle connaît très bien le Québec. Ouais. Pourquoi on l'a pas vu? Non. Mais Salim, oublie les députés du Québec. Au pire, même si on se dit, regarde, on comprend, là, ils l'ont pas aidé, donc lui, il a dit, il est quand même un peu rancunier, asseyez-vous, puis on oublie cela. Ces superstars, là, Melissa Lantsman,
Est-ce qu'on l'a vu du tout? Puis moi, j'ai pas suivi ce qui s'est passé en Ontario, là, mais je l'ai pas vu non plus, elle. L'autre, c'est quoi son nom? Qui a gagné la partielle, là, récemment. La partielle dans quel comté? En Ontario. Toronto-Saint-Paul? C'est-tu Louis? Ouais, je sais pas. Bon, je me souviens plus. En tout cas, son nom m'échappe. En tout cas, Jamil. Jamil Giovanni. C'est ça. Oui. Il était où, lui, durant la carrière? Tu comprends? Il y a des gens dans son entourage très proches du chef qui ont joué un rôle quand même important en opposition. C'était ses lieutenants. Eux aussi, on les a pas vus. Tu sais, je sais pas. Je pense que c'était juste la stratégie qui était formulée autour de lui. Il y avait une sorte de culte de la personnalité qui est un peu dommage parce que, je vais te dire, tu peux bâtir une sorte, entre guillemets, je dis culte, le mot est fort, mais tu peux bâtir quelque chose autour de la personnalité d'un chef de parti. Mais il faut qu'elle soit portée par des gens qui viennent te valider. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est que si il était entouré de gens crédibles qui viennent le valider et dire lui c'est notre chef, notre futur premier ministre, les gens qui vont regarder ça de l'extérieur, ils vont se dire ben oui, c'est bien, j'ai confiance. Si ces gens-là ont accepté d'être ses candidats et ses futurs ministres, eh ben oui, je vais avoir confiance en lui. Mais là, on a créé une image autour du chef. En fait, c'est comme construire une maison sans fondation. Ouais. Non, c'est justement ça. Puis, je veux passer à M. Carney aussi, mais juste pour terminer avec M. Poilievre, si jamais il reste, c'est une leçon comme les autres. Là. Les erreurs, on en fait en politique surtout. C'est une grande leçon d'humilité pour M. Poilievre. Et je pense que s'il y a une chose à retenir, je pense qu'il sera beaucoup mieux préparé la prochaine fois, si jamais c'est lui qui reste. Et je pense que si on réussit à corriger certaines erreurs, on a vu un Pierre Poilievre différent durant cette campagne-là. Et on l'a mentionné, c'était un peu trop tard. On aurait espéré avoir cette version de Pierre Poilievre peut-être au mois de janvier ou aussitôt que Justin Trudeau a démissionné, de voir un Pierre Poilievre premier ministrable, tu comprends? On l'a pas vu. On a vu cette version-là autour des débats parce que c'était la seule occasion où on a eu cette chance de voir M. Poilievre s'exprimer, etc., sourire finalement. À Québec aussi. Il avait fait un rassemblement à Québec qui était très bon. Exact. Donc ça, puis encore là, il y a plein de commentaires. C'est juste une image pour les élections. Je sais pas. On sait pas. Peut-être c'est le vrai Poilievre. C'est ça. Pierre Poilievre, peut-être c'est ça. Sauf que le bulldog, c'était la façade qu'il avait mis ou le masque qu'il avait mis pour jouer son rôle en opposition. Peut-être ça, c'est la vraie version de... Mais il va falloir miser là-dessus parce que les gens, ils aiment ça. Ils aiment cette version-là de Poilievre. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et juste pour répondre à la question, parce que j'ai eu plusieurs messages textes d'amis puis d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, tu peux demeurer chef même si tu n'es pas élu. Tu ne peux pas participer à la période des questions ou être dans le Parlement. Et si le parti et les députés désirent garder M. Poilievre comme chef, nécessairement, quelqu'un va devoir démissionner, forcer une élection partielle où M. Poilievre va faire une campagne et éventuellement gagner puis retourner en chambre. Oui, puis en plus de ça, ça va être une question de où. Mais imagine si tu as travaillé fort, Salim, tu gagnes ton élection, puis là, l'appel arrive du bureau du chef. Salim, on a besoin que tu te déplaces pour faire place au chef. Non, mais je vais juste te dire un truc. Aucun chef ne peut imposer ça à un de ses députés. Non. C'est-à-dire, il peut demander à un député ou à 2-3 députés, puis voir avec lesquels ça peut fonctionner, mais aucun chef ne peut, exiger le départ de quelqu'un. Mm-hmm. Mais pour M. Poilievre, ça va être très problématique, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il vient de l'Alberta, mais bon, c'est un élu de Carleton dans la région d'Ottawa. Est-ce qu'il a une connexion avec d'autres comtés en Ontario? On le sait pas.
Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, moi, personnellement, je ne le sais pas. Est-ce que ce serait en Alberta qu'il irait chercher ça? Tu sais, c'est pas facile. Honnêtement, ça va pas être facile. Puis, écoute, au Parti conservateur, en ce moment, plusieurs factions sont en bisbille. Ouais. Il y a de la bisbille Mais c'est pour ça que je te dis, moi, les conservateurs avec qui j'ai parlé, peut-être qu'ils voulaient, mais le feeling que j'ai eu, c'est que on verra. Je sais pas, peut-être c'est encore trop tôt après les élections. On va laisser un peu la poussière. Honnêtement, regarde, je vais pas formuler de conseils. Moi, on m'a rien demandé, puis je n'ai pas la prétention non plus de savoir comment les choses vont se dérouler. Mais moi, je pense que la meilleure chose, ce serait que le Parti conservateur, qui est très discipliné comme parti au Parlement, à l'extérieur, il l'est moins, mais au Parlement, il est très discipliné, pourrait avoir un chef parlementaire par intérim. En fait, un chef parlementaire. Monsieur Poilievre pourrait faire, si tu veux, une sorte d'intérim jusqu'à temps qu'un nouveau chef arrive. Et puis le nouveau chef, s'il arrive dans 18 mois, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver. Il n'y aura pas d'élection avant dans 18 mois. Mm-hmm. Mais si quelqu'un arrive avec de la crédibilité, un peu comme M. Carney, arrive avec de la crédibilité, avec des appuis, avec des gens dans son équipe intéressantes, ça pourrait être le tremplin vers une victoire. Dernière chose là-dessus, George. Normalement... Moi, en passant, je pense qu'il va rester. Mais on verra, oui. On verra. Moi aussi, honnêtement, moi, je suis 50-50. Je sais... Enfin, est-ce que je pense qu'il devrait partir? Oui, je pense qu'il devrait partir parce que je pense qu'il est responsable de la défaite. Mais si tu me poses la question, est-ce qu'il va rester? Moi, mon feeling, c'est 50-50. Ouais. Mais je vais juste te dire un dernier truc là-dessus avant qu'on passe aux libéraux et autres. Là. Tu vois le problème qu'a créé M. Poilievre en ne se préparant pas, en ne faisant pas le recrutement nécessaire pour avoir de hauts profils qui étaient ministrables, c'est que tous les comtés gagnants pour des candidatures vedettes, ils sont déjà occupés au moment où on se parle. Ouais. Même par des gens moyens, voire très moyens. Ouais. Et donc, le prochain chef, ou même lui-même, s'il demeurait, puis il se dit, OK, je ne ferai pas la même erreur. À prochaine élection, là, admettons dans 2 ans, je veux avoir des candidatures vedettes. Tu vas leur donner quel comté? Ben, il y a la région, de Toronto où il aurait pu aller chercher plus de sièges qui ne l'ont pas fait. Québec, je pense que c'est fini. Oui, mais OK. Mets-toi à la place d'un vice-président d'une banque, admettons, gros profil, là, genre le gars qui pourrait être ministre des Finances demain matin, là, genre sans hésiter. Tu vas lui dire, dans 2 ans, tu vas te présenter pour nous parce qu'on va gagner. Il va dire, OK, pas de problème. Vous allez me donner quel comté? Ils vont lui dire quoi? On va te donner un comté qu'on vient de perdre récemment, là, tu sais. Mais oui, mais si on gagne, tu vas gagner. Non, tu sais, je veux dire... Tu sais, Carlos Letao, là, pour les libéraux, là, si on lui avait dit, on te donne un comté pas sûr, là... Pointe de l'île, genre. Tu sais, genre Terrebonne, là. Ils l'ont gagné, mais ils n'étaient pas sûrs de le gagner. Ils l'ont gagné de 35. Pour ce qui se serait présenté... Non. Donc, c'est un peu ça. Et là, tous les comtés qui étaient prenables pour une candidature vedette sont déjà conservateurs aujourd'hui. Ouais. Donc, les prochains comtés sont des comtés à risque. À moins, bien sûr, George, que tu me dises, oui, mais dans 2 ans, il y a certains députés actuels qui vont peut-être pas se représenter parce qu'ils auront fait leur temps, parce qu'ils voudront pas, parce que mille et une raisons. T'sais. Ou parce que le nouveau chef va vouloir les tasser. Ou je sais pas si c'est une bonne idée, mais bref, c'est une possibilité à tout le moins. C'est un bon point. Passons à Carney. Yes. Mark Carney... qu'il voulait représenter ce chef qui allait unir les Canadiens d'une côte à l'autre.
d'un bout à l'autre du pays, qui voulait inspirer un nouveau type de leadership qui allait affronter Trump, etc. Il y a bien de responsabilités sur son dos, M. Carney. Donc, deux choses, moi, que j'ai à dire. Un, pas trop sûr s'il a réussi avec le premier de représenter ce changement d'unité pan-canadienne, si on veut. Il n'a vraiment pas réussi. Et je pense que les libéraux ont été pas mal déçus de voir qu'il n'allait pas former un gouvernement majoritaire. Et ce qu'on voit, ça fait 3 mandats consécutifs où c'est un gouvernement minoritaire. Les Canadiens sont toujours divisés. Il y a toujours une polarisation entre les électeurs et M. Carney, il n'a pas réussi à créer cette unité-là qu'il promettait. La deuxième chose, tu as promis tellement d'affaires que là, il va falloir que tu le démontres. Et je pense que c'est une pression énorme. Évidemment, il va devoir former son conseil de ministres. On va voir s'il va ramener du nouveau dans le conseil de ministres. Son premier conseil de ministres, c'est pas mal les mêmes gens, mais je le blâme pas. Tu nécessites un caucus quand même assez fort temporairement pour te rendre jusqu'à la fin de l'élection. À partir de maintenant, par exemple, il y a beaucoup de pression. Il doit montrer que oui, je ne suis pas Justin Trudeau. Voilà la preuve. On a des gens compétents, on a des gens talentueux dans notre caucus et il va falloir vraiment tourner la page. Il va falloir faire un point qu'on change. Okay? Donc, si j'étais l'ancien ministre de M. Trudeau ou M. Carney récemment, j'aurais un peu peur. Et j'espère qu'il va faire ce changement-là. Sinon, qu'est-ce que tu viens de nous raconter là, les derniers 35 jours? La deuxième chose, il va devoir rapidement se mettre sur le dossier de Donald Trump, parce que ça, c'est l'autre chose que tu dois démontrer. Tu as dit aux Canadiens que le jour d'après les élections, suite à la discussion que tu as eue avec Donald Trump, qu'il y aurait une rencontre. Et n'oublions pas une autre chose. Ils se sont parlé au téléphone hier. Ils se sont parlé au téléphone hier. Ils ont décidé qu'ils allaient se rencontrer en personne. Donc, j'imagine que cette rencontre est déjà en préparation au moment où on se parle. Ben, c'est ça, exactement. Donc, il faut que ça se passe très rapidement parce que n'oublions pas une autre chose. Demain, on est le mois de mai et dans 30 jours, on rentre dans le mois de juin où on a la rencontre du G7 au Canada. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire une rencontre du G7 avec toute ce point d'interrogation qui flotte dans l'air, tu comprends, les relations des États-Unis. Et c'est pas juste le Canada qui a un problème avec les États-Unis. Les leaders des plus grandes nations qui vont être au Canada ont le même ou quasiment le même problème avec Donald Trump. Donc, il va falloir calmer les gens pour que la rencontre du G7 ne soit pas un fiasco, là, tu comprends? Donc, en tout cas, il y a pas mal d'affaires qui sont urgentes et M. Carney va devoir, au moins dans les premiers mois de son mandat, démontrer aux Canadiens que on est passé des paroles aux actes et voilà. Il va falloir agir très rapidement, je pense. Et surtout le fait que c'est un gouvernement minoritaire, tu n'as pas d'autre choix. Il faut montrer des résultats. Et bon, c'est ça. Ouais. Ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. Tu sais, tu parles d'un pays qui est divisé. Oui, c'est vrai, le Canada est divisé. Et je peux te dire qu'au moment où on se parle, il y a des Albertains qui sont en furie et que, écoute, il y a plus de chances de voir un référendum sur la souveraineté de l'Alberta que de voir un référendum sur la souveraineté du Québec. Au moment où on se parle. Mais est-ce qu'on peut parler du Québec 2 petites secondes? Parce que là, il y a beaucoup de choses. Là, non, vas-y, termine. Termine on va revenir au Québec, c'est sûr. Mais, donc, on a un pays qui est très, très divisé, très, très divisé. Mais, comment je vais dire ça? Monsieur Carney, je te dis mon feeling, mon analyse, ce que tu veux, là, appelle ça comme tu veux. Monsieur Carney, c'est pas quelqu'un avec qui les Canadiens ont une connexion émotionnelle. Ouais. Ils ne l'ont pas connu longtemps. Certains le connaissaient un petit peu. D'autres voient comme quoi c'est pas un politicien de carrière, mais il a réalisé de grandes choses. Il a occupé des postes importants.
ont confiance en lui. Le ton calme est plutôt rassurant. Moi, je vais te le dire franchement, moi, j'ai même pas le sentiment que ce mandat-là, c'est un mandat libéral. Pour moi, je pense que c'est un mandat Carney. C'est comme si les Canadiens lui ont dit, regarde, essaye de gérer cette situation-là, qu'on essaye de passer par... Puis on verra par la suite. Par la suite, on voudra plus te voir. Puis et peut-être que par la suite, ça va être des conservateurs. Puis, je veux dire, je sais pas. Là, en tout cas, une véritable alternance politique au niveau des partis. Là, moi, j'ai comme l'impression que M. Carney, s'il s'était présenté pour les conservateurs, il serait majoritaire aujourd'hui. S'il était chef du Parti conservateur. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que oui, il y a un pays qui est divisé. Mais M. Carney a fait la campagne qu'il devait faire. C'est-à-dire, c'était pas une campagne flamboyante. Je cherchais pas à être flamboyant. De toutes les manières, Justin Trudeau était trop flamboyant, donc il fallait marquer une cassure avec ce temps-là. C'était pas une campagne flamboyante. Il est allé juste là où il fallait pour dire ce qu'il fallait, pas trop en dire, pas trop fâché. Regardez, on est en mode gestion de cette grosse crise. Donc, on est un petit peu dans ce mode-là. Oui, M. Carney, il va devoir livrer. Mais il y a des choses qu'il va pouvoir livrer. Des choses qu'il va pas arriver à livrer, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que la conjoncture politique ou économique ne lui permettra pas. C'est-à-dire, au moment où il les a promises, ces choses-là, il pensait être en mesure de le faire. Puis, par la suite, il y a la réalité aussi du pouvoir. Tu sais, par exemple, quand il te parle des pipelines, là, c'est pas demain matin que ça va se faire. D'abord, c'est minoritaire comme gouvernement. Autre chose, il va falloir parler avec les provinces. Puis, c'est pas trop clair aujourd'hui avec M. Legault. Avant, ça aurait été une niette. Aujourd'hui, on sait pas trop. Tu comprends? Donc, c'est trop tôt. Puis, le pipeline, ça met combien de temps, là? Si tu dois mettre 15 ans à le mettre en place... si tu dois mettre 15 ans à mettre en place, dans 15 ans, les besoins vont être différents. Là, donc, bref, c'est très spécial. On va voir où est-ce que ça va nous mener. Mais chose est certaine, c'est que maintenant, c'est avec M. Trump que ça va se passer. Il y a eu un appel hier. Il va y avoir une rencontre bientôt. Oui, tu as raison, il y a le G7 qui se passe au Canada, puisque le Canada préside le G7. Moi, j'ai l'impression que là où les Canadiens attendent M. Carney, c'est dans sa relation avec M. Trump. J'ai comme l'impression que pour le reste, tu sais, George, je te l'ai souvent dit, l'élection de 2014 de Philippe Couillard au Québec, j'ai un peu le sentiment que c'est le même genre d'élection. C'est-à-dire, Philippe Couillard avait un ton rassurant. En plus, il est médecin, donc c'est un peu... Il a incarné le médecin qui va soigner un patient qui est malade. Mais le patient, là, une fois qu'il est guéri, il veut plus le voir, le médecin. Exact. Mais la seule différence, Salim, c'est que M. Couillard avait eu un mandat de 4 ans pour réaliser, pour mettre en œuvre son programme. M. Carney, pas trop sûr. Il a pas, en tout cas, il n'a pas 4 ans. Il est à 3 siège d'une majorité, il a des néo-démocrates qui vont sans doute voter en sa faveur. Il y a des fois où le Bloc va voter en sa faveur parce que le Bloc n'aura pas le choix non plus. Le Bloc n'est pas dans une bonne situation non plus. Là, ça paraît pas parce qu'on se dit ils sont encore là et tout, mais ça va pas bien pour le Bloc. On va en parler quand on va parler du Québec, là, mais c'est pas... moi, j'ai l'impression que son mandat va être plus long que le 2 ans habituel d'un gouvernement minoritaire. Puis en passant, je vais juste te dire, au moment où on se parle, la réalité, c'est que M. Carney a surtout besoin de ces deux prochaines années. Parce que c'est dans les 2 prochaines années qu'on va savoir comment les choses vont se passer. Ouais. Parce que n'oublie pas qu'en 2026, parce qu'on est en 2025 aujourd'hui, donc d'ici 2 ans, c'est 2027, mais fin 2026, il va y avoir des élections de mi-mandat aux États-Unis. Puis, il va y avoir aussi des élections au Québec. Oui, donc oui, ça, c'est une autre réalité aussi. Là, oui, mais ça, à la limite, c'est du inside baseball pour les Canadiens. Mais je veux dire, il va y avoir des élections de mi-mandat aux États-Unis. Puis Trump, après 100 jours, c'était hier pour lui, après 100 jours,
Ça va pas si bien. Non, ça va pas bien, mais pour le moment, ça va, parce que, tu sais, c'est le début de son mandat. Mais dans 2 ans, là, tu sais, enfin, dans 2 ans, dans 1 an et demi, là, les élections de mi-mandat, comment ça va se passer? Et donc, nous, Canadiens, avons cette fenêtre d'opportunité. C'est maintenant qu'il va falloir qu'on discute avec M. Trump, qu'on négocie avec M. Trump, qu'on essaye de faire en sorte que sa parole et sa signature valent quelque chose. Parce que M. Trump, malheureusement, le gros problème, c'est qu'il ne respecte même pas sa propre parole et ses propres signatures. Regarde juste l'ASEUM, là, le USMCA, comme on l'appelle, là, le nouvel ALENA. Ben, c'est lui qui l'a négocié. Puis il a fait des gains pour son pays. Tant mieux pour lui. Il l'a signé. Puis il s'en fout. Ouais, c'est vrai. Je veux qu'on parle un peu de ce paradoxe-là avec les résultats qui ont commencé à rentrer en début. Là, c'est-à-dire que c'est les chiffres de l'Atlantique qui rentrent en premier. Et normalement, quand on a entre 10 et 12 sièges là, qui partent aux conservateurs, c'est déjà un bon signe pour les conservateurs. Et déjà, avec les premiers résultats qui ont commencé à rentrer, les analystes à la télévision ont commencé à se poser une question. Oups, est-ce qu'on a mal calculé nos affaires? Là? Est-ce que nos projections risquent d'être un peu loin de ce qu'on présentait? Effectivement, c'est ça le cas. Mais je veux venir au Québec parce que, et je me réfère à un post que tu as fait sur Facebook, que normalement, l'Ontario décide que tu sois au gouvernement et le Québec décide si tu es majoritaire ou minoritaire. Et j'ai bien aimé ce que tu as écrit parce que cette fois-ci, c'est l'inverse qui s'est produit. Et les libéraux ont bien performé au Québec, bravo, mais ils n'ont pas réussi si bien que ça en Ontario. Et d'ailleurs, c'est ça qui a sauvé les conservateurs, sauvé entre guillemets, évidemment. Là, ils ont une majorité de sièges en Ontario, mais c'était pas suffisant. Exact. Donc, effectivement, ce que tu dis, et c'est en plein ça, c'est que d'habitude, tu gagnes ou tu perds tes élections en Ontario. Et c'est au Québec, c'est le Québec qui décide si tu vas avoir une majorité ou une minorité. Puis là, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Les Québécois, le Québec, a offert la victoire à M. Carney, mais l'Ontario a décidé que M. Carney allait être minoritaire. Ouais. Donc, on est dans un cas de figure différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais c'est spécial parce que j'entendais des analystes, je pense que c'est Antoine Robitaille qui parlait de ça, puis bon, je l'aime bien Antoine Robitaille, mais des fois, il peut partir un peu trop d'un bord ou de l'autre, puis il disait, au Québec, et j'ai pas vérifié ça évidemment, mais il se questionnait de cet appui que les Québécois ont donné aux libéraux parce que de un, il a refusé toutes les propositions que M. Legault avait faites au gouvernement, sa liste d'épicerie. Il a à peine fait campagne au Québec. Moi, je l'ai vu au Québec. Peut-être que M. Robitaille, il n'est pas venu assez au Québec. Bon, je vais lui le donner. Monsieur Robitaille? Monsieur Carney. Moi, j'ai vu M. Carney au Québec quand même. Mais pour M. Robitaille, peut-être que c'était pas assez. Mais si on prend juste ces arguments, tu as à peine fait campagne au Québec. Tu as dit au premier ministre du Québec dans sa liste d'épicerie, forget it. Et en plus de ça, les Québécois viennent te donner tout leur appui. C'est quand même spécial. Alors écoute, je vais changer de position parce que là, tu rentres dans un sujet super important. Et sincèrement, je pense, de toute façon, quand tu es Québécois, alors forcément, tu es intéressé par ce sujet-là. Et évidemment, je m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi là-dessus, mais en tout cas. Monsieur Carney a peut-être refusé les demandes faites par M. Legault, qui est premier ministre du Québec, donc premier ministre du gouvernement provincial pour les Québécois. C'est une chose. Mais il faut comprendre que les règles du jeu de cette fédération, dans laquelle chaque palier de gouvernement a ses responsabilités et ses champs de compétences constitutionnelles, il tire la légitimité des urnes, des électeurs. Ils ne sont pas nécessairement censés suivre les demandes de M. Legault.
parce que les demandes de M. Legault, ce sont les demandes du gouvernement du Québec. C'est correct. C'est très bien comme ça. C'est M. Legault qui doit faire ces demandes-là. D'ailleurs, plus que le Bloc, soit dit en passant. Tu sais, mais l'électeur québécois, quand il s'en va voter pour les élections fédérales, il s'en va voter pour une plateforme électorale d'un parti fédéral sur des champs de compétences fédéraux. Ouais. Donc, si M. Carney n'est pas d'accord avec M. Legault, pour l'électeur, à la base, ben soit il dit « Oh ben il n'est pas d'accord avec mon premier ministre du Québec, donc je vote pas pour lui ». Mais s'il décide de voter pour lui, en théorie, c'est qu'il est favorable à sa plateforme. Bon, ensuite, tu vas me dire, est-ce que les gens connaissent les plateformes, pas les plateformes? Est-ce qu'ils aiment juste l'image? Est-ce que ça veut dire que les Québécois ne seraient pas d'accord avec M. Legault en ce moment-là? Moi, je n'essaierai pas de faire de la psychologie sociale, dire est-ce qu'ils sont pas d'accord avec M. Legault ou quoi que ce soit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, tu sais, on n'aura jamais... ça n'existe pas le système parfait où tu as... admettons, au Québec, on a 9 millions de personnes, je ne sais pas combien de personnes qui votent, bref, que toutes ces personnes-là ont fait l'analyse de toutes les plateformes politiques, ont fait les plus, les moins, ont décidé que, tu sais, il y a des gens qui votent au feeling, il y a des gens qui votent à l'image, il y a des gens qui votent sur un seul enjeu, d'autres qui votent sur la majorité des enjeux. Tu sais, chaque personne est à part. Mais moi, ce que je dis, c'est que la plateforme d'un parti fédéral, que ce soit celle de M. Carney ou celle de M. Poilievre ou celle de M. Singh, ou même celle du Bloc, même si le Bloc n'aspire pas à gouverner. Mais ces plateformes-là, les gens, quand ils votent pour des plateformes qui sont là pour des champs de compétences du gouvernement fédéral. Ouais. Donc, l'avis de M. Legault, il compte pas dans l'équation de je mets mon bulletin de vote dans l'urne. Il compte pas. À moins que moi, électeur, me dit ben non, pour moi, Legault, c'est tout pour moi. Puis si Legault est pas d'accord avec Carney, alors je vote pas pour Carney. Il y a des gens qui se mettent ce genre de conditions, là, de paramètres, puis c'est correct. On est en démocratie. Mais ce que j'essaye de dire par là, c'est de dire oh, mais tu sais, parce que j'entends souvent ça, là, les analystes, là, tu sais, tous dire oh, mais il a refusé les demandes du Québec, donc les Québécois devraient pas voter pour lui. Non, c'est le champ de compétences fédéral. Mais juste pour jouer l'avocat du diable, Salim, puis je sais pas la liste complète là, de ce qu'a demandé M. Legault, mais je suis pas trop sûr que les demandes de Legault étaient de nature provinciale, qui faisaient une demande au fédéral. Donc, en ce moment-là, ça ne concorde pas. Il demandait des pouvoirs en immigration. Donc, ça, c'est quelque chose que le fédéral, c'est dans le champ de compétences du fédéral pour l'accorder au Québec. Et je pense que c'était les transferts en santé, si je ne me trompe pas. Puis il y en avait quand même d'autres. Mais ça, c'est des affaires que le fédéral peut, à 100%, c'est dans ces champs de compétences-là, là, tu comprends? Puis tu fais des demandes au gouvernement fédéral. Aide-moi parce que voici ce que je veux de toi. Non, mais attends. Bon, d'abord, sur les transferts en santé, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est dans la loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bon, maintenant, les provinces sont fâchées parce qu'elles n'ont pas eu les montants qu'elles auraient souhaités ou attendus du gouvernement fédéral précédent, là, de M. Trudeau. Donc ça, les représentations du gouvernement du Québec à cet égard-là, moi, j'ai pas de problème. Qu'il y ait des gens qui disent « Hey, moi, j'aurais voulu que Carney s'engage. » Tu sais, il n'est même pas encore au pouvoir. C'est très difficile pour lui de s'engager là-dessus. Mais enfin bref, admettons, il y a un électeur qui dit « Je voudrais qu'il s'engage sur les montants, etc. d'avance. Et s'il ne le fait pas, je ne lui donne pas mon vote. » Il n'y a pas de problème. Le citoyen est libre, à 100% libre de son choix et de son vote. Il n'y a personne qui va remettre en question ça, là. Que M. Legault fasse ces demandes-là en tant que gouvernement du Québec parce qu'il attend de l'argent d'Ottawa pour pouvoir financer son système, j'ai pas de problème avec ça. M. Legault, il fait son travail pour ça.
il le fait bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, lui aussi, il le fait en fonction des orientations lui-même et de la légitimité que lui-même a tirée des urnes de l'élection provinciale. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, là où j'ai plus de misère, c'est que lorsqu'on dit le gouvernement du Québec a fait telle demande, et si le gouvernement du Québec n'obtient pas ça, donc les Québécois ne devraient pas voter pour... Mais ça n'a pas de bon sens. Ouais. Parce que quand tu déposes une plateforme, quand tu fais campagne sur des sujets et des thèmes, et que les gens décident de voter pour toi, ta légitimité, elle n'est pas moins importante que celle du gouvernement du Québec. Ensuite, oui, les citoyens veulent que les paliers de gouvernement travaillent ensemble. Oui, parce que c'est une fédération, puis c'est l'objectif, que ça fonctionne. Puis je suis pas en train de dire que M. Carney devrait être en chicane avec M. Legault, puis M. Legault en chicane avec M. Carney. C'est pas ça du tout. Mais j'ai beaucoup de misère avec le fait qu'on dise « Ah, mais tu sais, l'immigration, par exemple. » L'immigration, c'est pas... c'est d'abord, si on demande un rapatriement de compétences là, vers le Québec, le gouvernement fédéral pourrait dire « Non, excuse-moi, c'est mon champ de compétences. » Il peut le dire. Il peut le dire. Je te rappelle qu'on se plaint souvent, moi compris, parce que sur les questions institutionnelles, je suis un peu conservateur, là, donc je ne veux pas que le gouvernement fédéral s'ingère dans les affaires du Québec et des provinces d'une manière générale. Et les gens ont raison d'avoir cette attitude. Mais l'inverse, pour moi, est aussi vrai. Parce qu'à un moment donné, lorsque tu commences à plumer le Québec, le gouvernement fédéral de ses champs de compétences à lui, il y a même comment dire, la cohérence d'une politique pan-canadienne n'est plus possible. Alors, sur certains programmes, je peux comprendre, parce qu'il y a des réalités, tu sais, quand on parle de garderie, des choses comme ça. C'est tout à fait normal, là, tu sais, puis surtout que c'est de compétences provinciales anyway, donc le gouvernement, à la limite, n'a pas besoin de s'ingérer là dans le fédéral, je veux dire. Mais sur des questions de champ de compétences fédérales, aller pousser, dire voilà c'est quoi ma liste d'épicerie. C'est bien, M. Legault, il faut le faire. Vous faites bien de le faire. Mais d'ailleurs, toutes les provinces font quelque chose de similaire. Mais bien sûr. Mais je n'aime pas, lorsqu'on prend les Québécois, la population, je veux dire, j'aime pas qu'on prend une population en otage. C'est, hey, regardez, là, il nous a pas donné ça, fait que votez pas pour ou genre, non. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'électeur, il vote pour un parti politique au fédéral en fonction de ce qui lui est présenté. Et le parti politique, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est tout aussi légitime qu'un gouvernement provincial. Maintenant, la question, c'est au gouvernement d'être en mesure de s'entendre de manière à faire fonctionner la chose. Là. Je veux terminer juste une petite thématique plus théorique. Là. Quelle est la suite maintenant? Quel est le futur? Bon, le Parti libéral, on vient de le dire, là, ils ont quand même beaucoup sur leur assiette. Ils doivent livrer. Ça, c'est sûr et certain. Le Parti conservateur, les néo-démocrates et le Bloc québécois, qu'est-ce qui arrive à partir de cette élection-là pour ces partis-là? Bon, le Parti conservateur doit d'abord juste éclaircir la question de M. Poilievre dont on a parlé tantôt. Mais le Parti conservateur doit, à mon avis, rentrer dans une logique c'est un gouvernement minoritaire. On pourrait prendre le pouvoir aux prochaines élections. La semaine passée, on a parlé d'une possibilité de crise existentielle au parti si jamais il perdait, puis l'Ouest versus l'Est. Est-ce que tu vois ça? Bon, oui, un petit peu.
quand même, parce qu'il y a des factions au Parti conservateur en ce moment où il y a de la bisbille. Moi, je pense qu'avec le résultat qu'ils ont obtenu, Salim, peut-être qu'ils risquent d'éviter une grande chicane interne. Mais je sais pas. Regarde, moi, on parlait de Jamil Jivani tantôt, qui est sorti pour tirer à boulet rouge sur Doug Ford et Corey Tenayk, qui a été son organisateur. Il est allé aussi loin que de dire qu'il gérait très mal l'Ontario. C'est un conservateur qui parle d'un autre conservateur qui est son ancien patron. Puis il est en train de dire que Doug Ford gère très mal l'Ontario, gère très mal le système de santé, gère très mal le système de l'éducation, mais pourtant les conservateurs fédéraux se sont pas ingérés. Mais là, lui, n'a pas hésité à s'ingérer à l'intérieur, blablabla. Et tu le sens qu'il y a qu'il y a de la bisbille. Puis avec M. Poilievre qui s'est fragilisé en perdant sa circonscription. Puis avec l'Alberta, là, en ce moment, il y a des conservateurs de l'Alberta qui veulent séparer pour vrai. Hein. C'est pas une joke, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont être... parce que les conservateurs de l'Alberta, là, t'avais l'ancien Wild Rose, là, de Danielle Smith, d'ailleurs, qui avait des velléités de séparation. Et t'as d'autres conservateurs, mais qui veulent quand même rester au Canada, là, donc un peu plus traditionnels. Il va y avoir de la bisbille. Mais moi, quand je te dis, je l'ai résumé un peu, je t'ai dit, il faudrait que d'abord, il règle l'histoire de monsieur Poilievre. Mais régler l'histoire de monsieur Poilievre, c'est gérer aussi toutes ces crises intestines, tu sais. Donc voilà. Ensuite... Le NPD, on va finir avec le Bloc. Le NPD, honnêtement, sincèrement, je sais pas. Le NPD, ils vont devoir apprendre à travailler à 7, ce qui va être difficile. Ils vont pas être en mesure d'être dans tous les comités parlementaires. Ils vont devoir se démarquer. Sur quoi? Ils vont pas pouvoir se démarquer sur tout. Ils sont très peu. Donc, il va falloir qu'ils soient très nichés dans leurs interventions. Quelles contreparties peuvent offrir au Parti libéral du Canada contre la stabilité. Ils sont tellement peu qu'ils peuvent même pas faire comme la fois dernière, c'est-à-dire une entente écrite, etc. Ils sont très, très, très affaiblis. Ils sont très affaiblis. Est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir rebondir? Là, il y a une campagne au leadership qui va venir évidemment bientôt. Peut-être que s'ils trouvent quelqu'un, là, je sais que ici les nouvelles, ils sont partis avec le nom de Valérie Plante, je sais pas, mais il y a Rachel Notley aussi, un nom qui circule, l'ancienne première ministre de l'Alberta sous la bannière du NPD, qui pourrait quand même être un bon choix. Rachel Notley, oui, c'est intéressant, hein, parce que tu sais, attention, hein, c'est le NPD de l'Alberta, c'est pas le NPD du centre-ville de Montréal. Là, disons, il y a un côté un peu plus pragmatique. Est-ce que c'est un NPD plus à droite? Il est plus comment dire, économiquement plus friendly, j'ai envie de te dire. Donc ça c'est sûr, mais bon, ça reste quand même avec des idées sociales. Puis en passant, je dis ça alors qu'on en a besoin. Hein, on a besoin de tous ces partis-là. On a besoin de ces mouvements. C'est parce que c'est ça qui va se passer. Mais là, George, c'est le Bloc. On n'en a pas beaucoup parlé pendant cet épisode. On aurait dû peut-être, parce que le Bloc, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Parce que je te rappelle que le Bloc était quasiment mort à l'époque de Madame... comment elle s'appelle? Martine Ouellette. Martine Ouellette. Ils étaient tombés à 4-5. Non, le parti était complètement divisé. Il y a eu ils se sont séparés à un moment donné. On pensait que certains allaient partir, là. Voyons que le parti allait quasiment disparaître. Puis M. Blanchet est arrivé comme un super-héros à redonner de la vigueur à ce parti-là. Il l'a fait avancer une première fois, puis il l'a fait avancer une deuxième fois, donc 2019-2021, à 32 députés. Il est même arrivé à chercher un 33e député à Villemar, à Aymar-la-Salle-Verdun, là. Tu te souviendras. Ouais. Et là, il tombe à 22 députés.
Et c'est pas juste qu'il tombe à 22 députés. George, il y a des gens super forts du Bloc, des députés du Bloc super forts qui ont perdu. Alain Terrien, dans la prairie Atatécan. Alain Terrien, c'est un ancien du PQ, tu te souviendras. C'est un guerrier de la politique. C'était un proche, très proche de M. Blanchette. Mais c'était son leader, je pense, en chambre. C'était son leader en chambre. Ouais. Il était très, très, très solide. A perdu donc dans sa circonscription. Donc, c'est un très gros morceau. Il y a Denis Trudel dans Longueuil-Saint-Hubert qui a perdu contre un inconnu, d'ailleurs, un complet inconnu. C'est quand même fou. Il y a Alors, est-ce que tu te souviens de Stéphane Bergeron qui a été ministre sous Pauline Marois? Oui. Il était député bloquiste, lui, dans Mont-Saint-Bruno. Il ne se représentait plus. Il ne se représentait plus, mais celle qui est venue après lui, qu'ils ont annoncé en fanfare, lui et son chef, M. Blanchette, a perdu aussi contre un autre qui était, pas vraiment connu là, dans le coin, mais bon, qui habitait dans le coin depuis quelque temps, mais tu sais, pas aussi pas aussi impliqué dans la communauté et connu dans la communauté. Tu sais, c'est quand même énorme. Et j'en passe d'autres dont j'ai oublié le nom. Ils ont perdu Terrebonne, tu as mentionné ça tantôt, même si c'était très très proche, mais c'est quand même un symbole. Là, mais oui, mais Terrebonne, je pense qu'il n'y a personne qui pensait vivre une époque où le Parti libéral du Canada, encore les conservateurs, ça serait passé, mais... Trois-Rivières aussi, je pense. Trois-Rivières, alors ça c'est extraordinaire. Trois-Rivières, extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire pour le PLC qui a fait élire une dame qui vient de l'Outaouais, qui, en 2021, s'était présentée dans la prairie. Elle a un beau CV, mais sans plus, elle n'avait pas d'ancrage. Mais elle a gagné à Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'est un peu particulier parce que, malheureusement, M. Villemur, qui était député du Bloc, n'a pas pu faire campagne en raison d'une opération due à son cancer. Donc ça doit être crève-cœur parce que il a quand même bien performé pour quelqu'un qui n'a pas fait campagne. Donc c'est ça. Mais bref, mais tout ça pour dire que en fait la seule et unique bonne nouvelle pour le Bloc, ça aurait été l'élection d'Alexis Deschênes à Gaspésie-les-Îles. Oui. Il y a défait Diane Leboutillier. Mais ça, c'est toujours une bataille c'est une chaude lutte là-bas, là, toutes les élections. D'abord, c'est une chaude lutte à toutes les élections, mais pour être très honnête avec toi, moi, j'étais convaincu que cette fois-ci, que le Bloc allait l'avoir, peu importe le candidat ou la candidate qui se serait présenté. En plus, le Bloc, on lui a retiré son ministère dernièrement. Mais ça, à la limite, c'est assez contextuel. Ouais. Mais c'était la carte électorale. Il y a deux énormes morceaux de la carte électorale du comté de Matane-Matapédia qui s'est retrouvé dans le comté de Gaspésie-les-Îles. Et ça fait toute la différence, surtout que Pascal Bérubé, qu'on a déjà reçu dans notre podcast... Il a joué quand même un rôle important dans cette campagne-là. C'est de l'aveu même d'Alexis Deschênes. Pascal Bérubé du Bloc québécois, du Parti québécois a aidé le Bloc québécois grandement à aller chercher ça. Mais... tu sais, la politique, en anglais, il y a cette phrase assez directe qui dit « Politics is about people ». La politique est à propos... la politique, c'est les gens, fondamentalement. Et Monsieur Blanchette, hier, moi, je l'ai senti ébranlé. Là. Il a fait une conférence de presse, les larmes aux yeux, ému, parce qu'il a perdu beaucoup d'amis, de compagnons de route politiques. Ça va être difficile pour lui. Moi, je pense qu'il ne va pas le dire publiquement, mais il a perdu parmi ses meilleurs. Donc, il va se retrouver avec certains... Moi, il y en a certains qui sont très bons. Hein. Jean-Denis Garon est resté. Il est très bon, là, je veux dire. Mais en tout cas, disons qu'il a perdu des gens qui étaient des batailleurs dont il avait besoin. Mais, tu sais, mets-toi aussi à sa place. Déjà que tu es à la tête d'un parti qui prendra jamais le pouvoir, donc qui
en voyant, qui ne va pas exercer le pouvoir pour changer les choses et pour amener un certain idéal. Donc déjà, à la base, c'est très frustrant, mais de devoir revenir en arrière de 10 députés avec des gens moins forts. Puis, George, le Québec, tantôt on l'a dit, le Québec a donné sa victoire à Carney. Mais c'est ça qui est frustrant, Salim. C'est Une pas parce majorité de Québécois ont donné une majorité de sièges au Parti libéral du Canada. C'est ça, je pense, qui est le plus frustrant. C'est que c'était pas une question idéologique ou quoi que ce soit, là, tiens, une question de popularité du Bloc ou de son chef. Ça n'a rien à voir. C'était une question stratégique à cause d'une situation où les libéraux ont tout misé. La peur de Donald Trump, les tarifs. Et les gens ont tombé dans ce piège. Ben, moi, je l'appelle un piège. Peut-être que c'est pas un piège. Peut-être qu'il y a une réalité. Mais comme on l'a dit la semaine passée, c'est pas vrai que le gouvernement du Canada va passer tout son mandat à négocier avec Trump. Moi, je pense que même avant la fin de l'année, on aura une solution. Donc, ça, c'est fini. Donc, le fait qu'on a misé tellement sur cette peur-là, autant même que les gens du Bloc ont dit « Ciao, j'appuie l'autre parce que ben, c'est pour notre survie. » Tu comprends? C'est ça qui fait mal. Oui. Non, mais tout à fait. C'est en plein ça. Et George, le Bloc s'est toujours présenté en disant « Nous sommes le Québec. » Fait que dans le fond, nous, on parle au nom du Québec. La semaine dernière, je ne referai pas le podcast de la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'avais déjà un peu dit que moi, ce qui m'embêtait un peu, c'est tu ne peux pas parler au nom du Québec quand c'est quoi ta légitimité à parler au nom du Québec? Tu peux pas. Puis en plus, ensuite, eux autres, ils te disent, on parle en lien avec tout ce qui passe unanimement à l'Assemblée nationale. Ben non, tu sais, la souveraineté, est-ce qu'elle est unanime? Ouais, non. Ouais. La laïcité, est-ce qu'elle est unanime? Ben, enfin, oui, le principe de laïcité, oui, mais en tout cas, la loi 21, est-ce qu'elle est unanime? Non. La loi 96, est-ce qu'elle est unanime? Non. Tu sais, je veux dire, donc, c'est pas vrai. Hein. Par contre, ils représentent pas mal les intérêts du PQ quand ça leur fait leurs affaires et qu'ils se chicanent pas entre eux. Mais donc là, en l'occurrence, même le discours de M. Blanchet, il peut plus le tenir. De dire, on représente le Québec. Le Parti libéral... Non, c'est fini. Le Parti libéral a la majorité, minimalement à la pluralité des voix des 78 circonscriptions fédérales dans la dernière élection. Et la majorité des Québécois ont donné une majorité de sièges au Parti libéral du Canada. Donc, techniquement, au niveau fédéral, sur des questions fédérales, le plus légitime des partis, c'est le PLC, qui se trouve avoir gagné aussi d'autres sièges ailleurs au Canada et qui est au pouvoir. Donc, le gouvernement libéral fédéral, sur les champs de compétences fédéraux, est plus légitime que le Bloc, je m'excuse. Ouais. Donc, est plus légitime à parler pour le Québec. Et d'ailleurs, ça va être l'exercice de M. Carney d'être en mesure de former un gouvernement qui va devoir, bien sûr, avoir un certain nombre de Québécois, mais ça, je n'en doute pas. Et d'avoir un lieutenant du Québec, ça sera peut-être M. Guilbeault, je ne sais pas. Mais moi, à mon avis, il va y avoir des surprises dans le gouvernement Carney, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter la semaine prochaine. Exact. Mais l'autre chose, juste pour finir, l'autre chose qui fait mal au Bloc, c'est qu'à l'heure où il est sorti à faire parler aux gens, là, faire son annonce là, suite aux élections, les résultats n'étaient pas tous rentrés. Et moi, j'étais convaincu que la balance du pouvoir allait aller au Bloc. C'était le Bloc qui allait maintenir cette balance-là. On savait pas que le PLC allait se rendre à 169. Et évidemment, les 7 du NPD ne seraient pas assez pour former une possible coalition ou appelle-le comme tu veux, là. Donc, c'était le Bloc qui avait les cartes. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc ça encore là, c'est quelque chose qu'on vient enlever à Yves-François Blanchet. Et tu sais, du coup, où il pensait que nous, on contrôle maintenant ce qui se passe au Parlement, ce n'est plus le cas, mon ami. Donc, il doit vivre aussi avec cette réalité-là. Tout à fait. C'est absolument le cas.
Ça va être intéressant. Je crois sincèrement que le Bloc va prendre aussi le temps de respirer, se réorganiser, parce que ça va pas être facile pour lui. En plus de ça, t'as les souverainistes qui, à partir d'aujourd'hui, vont plus regarder vers le fédéral. Ils vont regarder vers le provincial. Et octobre 2026, ça s'en vient bientôt. On est le 30 avril. Donc, mai, juin, juillet, août. Donc, il reste 12 et 4, 16 mois avant le début de la prochaine élection et 15 mois avant la tenue du vote des prochaines élections provinciales. Donc, tu vois, quand on dit 15 mois, ça va vite. Hein? Ben oui. Ça va très vite. Et je peux même te dire qu'à la limite, si le fédéral avait été majoritaire, ça aurait été quasiment mieux pour le Bloc. Je dis le fédéral, c'est-à-dire le gouvernement fédéral était majoritaire, ce serait quasiment mieux pour le Bloc. Ils vont pas être d'accord avec moi, mais qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Mais parce que s'il devait y avoir des élections un peu avant ou un peu après, là, avec tout ce qui se passe, ça va être un peu éparpillé. Qu'on le veuille ou non, les militants sont souvent les mêmes au niveau du Parti québécois ou du Bloc québécois. Il y a du staff politique, des bureaux de comté, de leurs permanences respectives, etc., qui travaillent ensemble. Alors, je ne sais pas, on verra. Le temps va nous le dire. Là, on n'est pas rendu là. George, est-ce que c'était notre 100e? Ah, c'est vrai. Oui, c'est le 100e épisode, puis ça tombe super bien. C'est les résultats électoraux. Hein. On n'aurait pas pu le calculer mieux que ça. C'est notre 100e. George, ça fait 100 fois et toujours 100 fois le plaisir de venir faire ce podcast avec toi, mon cher ami. Et on remercie les auditeurs, premièrement. 100, c'est quand même quelque chose. 100 épisodes, c'est quand même quelque chose. Moi, je remercie ton épouse qui a accepté que tu aies un studio chez vous à la maison. Puis, en passant, c'est 100 épisodes de ce podcast-là parce qu'on a fait aussi d'autres lives, etc., qui ne comptent pas. C'est ça. Donc, guys, merci beaucoup. Merci pour tout l'appui. Nous, on continue. On aime bien ça. Et tant aussi longtemps qu'on verra un intérêt de votre côté, on va continuer à vous produire ce contenu-là. Un grand merci à vous. Un grand merci. Allez vous abonner. Aidez-nous. Appuyez-nous. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux et sur les plateformes audio. Merci beaucoup tout le monde. Puis on se voit avec un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Merci, bye. Ciao.